Vous savez, les gens ne disparaissent pas dans l'air, mais il semble qu'il l'ait fait. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Ça faisait un moment que l'on n'avait pas parlé sur cette chaîne d'une disparition mystérieuse. Donc en voici une, et là où ça devient intéressant dans cette histoire, c'est qu'au moment de la disparition de ce jeune américain de 19 ans, qui semble n'avoir aucun problème familial ou mental, il était au téléphone avec ses parents. Parents qui étaient supposés le récupérer après qu'il ait eu un petit accident sans gravité avec sa voiture. Essayons de comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là, et pourquoi à partir de 2h30 du matin, il ne donnera plus jamais de signe de vie. Brandon Swanson est né le 30 janvier 1989 à Marshall dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Il est le fils de Brian et Annette Swanson, mais je ne trouve pas plus de détails sur son enfance, donc on va aller directement au fait. Le 14 mai 2008, Brandon quitte une soirée dans la ville de Canby, où il fête la fin du semestre avec d'autres étudiants de son campus. Il va boire de l'alcool, mais pas assez pour être en état d'ébriété, ce qui ne va pas non plus l'empêcher de prendre le volant pour rentrer chez ses parents, qui habitent à environ 50 km du campus. C'est vers 1h45 du matin que Brian et Annette Swanson recevront un appel de leur fils. Il va alors leur expliquer qu'il a eu un accident avec sa voiture et qu'elle est dans un fossé. Tout en restant au téléphone avec ses parents qui ont pris leur camion pour venir le chercher, il va commencer à faire des appels de phare pour leur signaler l'endroit où il se trouve. Mais ni Brandon ni ses parents, qui font également des appels de phare, ne vont se croiser. Brandon abandonne l'idée et il est dans l'incertitude de l'endroit où il se trouve. Il aperçoit des lumières au loin et il va leur dire qu'il pense être proche de la ville de Lind. Il se met en direction de la petite ville où il donne un point de rendez-vous à ses parents pour qu'ils le récupèrent. Après 47 minutes au téléphone, Brandon s'interrompt brutalement, puis un dernier souffle, une dernière phrase qui hantera ses parents à jamais. Oh merde! Puis, plus rien. Malgré plusieurs tentatives pour le rappeler, Brandon ne répondra plus jamais. Je suppose que Brian et Annette ont tourné toute la nuit à la recherche de leur fils, car ce n'est qu'à partir de 6h30 du matin qu'ils signaleront sa disparition à la police de Lind. Mais les policiers leur diront: Il n'est pas rare que des jeunes de son âge passent toute la nuit dehors après le dernier jour de cours à l'université. et surtout la phrase d'un des officiers qui marquera Annette. C'est le droit de Brandon d'être porté disparu. En gros, ça veut dire que vu que c'est un adulte, il a le droit de disparaître volontairement s'il le souhaite, et que rien ne vient prouver qu'il a pu se passer quoi que ce soit. Plus tard dans la matinée, et sûrement avec l'assistance des parents, les policiers vont commencer à faire des recherches, mais ne trouveront aucune trace de Brandon. Ils font alors une demande à Joel Doyle au bureau du shérif du comté de Lyon, afin de les aider dans leurs recherches. Une des premières choses qu'il fera sera de demander son relevé téléphonique à son opérateur. Cet élément va permettre de voir que Brandon a téléphoné à ses parents, mais pas depuis les environs de Lynn comme il l'avait dit, mais près de Tanton, le long de la State Highway 68 qui se trouve à 40 km de Lynn, au nord-ouest de Marshall, là où habitent ses parents. Du moment où ils ont eu les bonnes informations, les adjoints du shérif vont commencer à fouiller la zone et ils ne mirent pas longtemps à retrouver la voiture de Brandon qui était dans un fossé, le long d'une route de gravier non loin de l'autoroute 68. Le shérif Jack Vezeki va aussi rentrer dans l'enquête, car à partir de maintenant, ça rentre dans sa juridiction, vu que nous sommes dans le comté de Lincoln. Le shérif déclarera par la suite aux médias que la Chevrolet Lumina de Brandon s'est retrouvée coincée au sommet d'une pente sur le bord de la route, une pente qui n'était pas assez énorme pour endommager la voiture, mais suffisante pour que les roues ne touchent plus le sol. Son appel téléphonique a fait borner son téléphone à l'intersection des routes départementales 3 et 10, qui sont près de la ville de Minneota, qui se trouve elle aussi non loin de l'autoroute 68. Il a été déterminé que son appel provenait d'un rayon de 8 km autour de cette antenne, ce qui fait que les équipes se sont encore plus concentrées sur cette zone, qui inclut aussi une partie du comté de Yellow Medicine, donc les autorités de cette juridiction ont participé aux recherches. Le shérif Joel Doyle a remarqué que depuis cette zone, on pouvait apercevoir une lumière rouge au sommet d'un silo à grains de la ville de Tanton, ce qui lui a amené à la réflexion que Brandon a pu croire qu'il était non loin de la ville de Lind. Toutefois, les recherches continueront avec des moyens aériens et des chiens pisteurs. Ils suivront une piste olfactive sur une distance de 4,8 km, empruntant un chemin de campagne en direction d'une ferme abandonnée, puis vers une rivière, jusqu'à un point où elle semble rentrer dans un cours d'eau. Brian Swanson se souvient à ce moment-là que Brandon avait mentionné d'avoir passé des clôtures et avoir entendu de l'eau à proximité. Partant de l'hypothèse qu'il aurait pu se noyer, des bateaux vont être déployés le long de la rivière. Des agents vont parcourir les rives de la rivière et d'autres moyens seront exploités pour continuer les recherches dans la région. Après l'arrêt des recherches, le shérif Vezeki refusera d'abandonner et pendant 30 jours, il arpentera inlassablement les 3,2 km de la rivière Yellow Medicine. Au final, des recherches reprendront à la fin de l'automne sur des zones encore inexplorées pour s'arrêter à nouveau pendant l'hiver et qui reprendront au printemps, et ça, ce scénario se répète jusqu'en 2011. À date, c'est une superficie de 320 km² qui a été fouillée. En 2010, c'est le bureau d'enquête criminelle du Minnesota qui reprendra l'affaire et qui mettra en place une ligne pour tout signalement pouvant aider à retrouver Brandon ou savoir ce qu'il s'est passé réellement ce soir-là. De 2010 à 2015, c'est pas moins de 90 pistes qui ont été explorées suite aux appels. Et quand les recherches officielles reprirent, la zone de recherche s'est déplacée vers Mud Creek, un affluent de la rivière Yellow Medicine, au nord et nord-ouest de Porter. Même si les chiens ont suivi une piste menant à la rivière, Annette ne pense pas que son fils y soit noyé.
rien n'indique réellement qu'il soit dans la rivière. Vu que leur piste les a conduits de l'autre côté de la rivière, sur une route de gravier. Brian se souvient que même avec la soirée alcoolisée que Brandon avait passée, au téléphone, il semblait pas désorienté ni confus. Certaines hypothèses au sujet de sa disparition vont apparaître au fil du temps, comme une disparition intentionnelle, mais ses parents n'y croient pas une seconde. Le shérif Ezeki a déclaré qu'il n'exclut pas la preuve d'une intervention criminelle, même si les preuves à ce sujet sont inexistantes. Quelqu'un aurait très bien pu être caché dans l'ombre et l'attraper de cette façon. Pour ses parents, qui sont toujours dans l'attente de retrouver leur fils, ils ont laissé chaque nuit la lumière du porche de leur maison en symbole de leur espoir que Brandon finirait par revenir ou être retrouvé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Vous pouvez la commenter, la liker et la partager. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.